Vous êtes toujours là? Et oui, c'était assez long et c'est une présentation assez longue et je vous remercie de la patience que vous avez de m'écouter. Eh bien, à ce moment de la présentation, vous devriez être assez déprimé car nous avons vu que il y a une inéluctabilité du déclin des productions de ressources, pétrole, matières premières, etc. Nous avons vu que nous sommes à l'aube d'un effondrement écologique sans précédent, voire une période d'extinction globale de beaucoup d'espèces végétales et animales. Et puis, nous avons vu que nous sommes aussi au bord de l'effondrement de notre système économique et les réactions de la société risquent d'être peu solidaires et extrêmement néfastes. Tout ceci, je l'explique dans le détail dans mon livre. Une chose que j'explique avec peu de détails sont les éventuelles solutions. En effet, bien que le tableau, malheureusement, je le crois, et il faut le peindre avec noirceur. Enfin, c'est pas encore le Mordor du Seigneur des Anneaux, mais enfin, nous sommes quand même à l'aube de périodes très très difficiles. Dans mon livre, je parle un petit peu de quelques solutions possibles, car il ne faut pas sous-estimer la capacité de l'être humain, bien sûr, à trouver des solutions. Très personnellement, je n'y crois pas trop, et vous allez voir pourquoi, mais il ne serait pas honnête de ne pas voir également quelles sont les solutions possibles à ce qui arrive. Alors si le constat est que nous sommes en train d'accélérer de plus en plus vite pour atteindre les limites des ressources naturelles, la question est qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter la machine, pour freiner, pour changer la direction. Jusqu'à présent, je pense que je vous ai parlé de données très empiriques, de données relativement incontestables, du moins avec nos connaissances actuelles. J'ai beaucoup interviewé des personnes par rapport à l'état des ressources, etc., etc. Mais euh, la question, moi ma thèse, c'est que nous sommes au-delà de ce précipice. Nous ne pouvons plus freiner, nous ne pouvons plus changer de cours, il va falloir simplement se préparer. Toutefois, par honnêteté intellectuelle, voyons qu'est-ce qu'il peut y avoir comme solution. Alors, tout d'abord, il y a l'espoir que la transition démographique qui a eu lieu dans les pays occidentaux, qui est en train d'avoir lieu dans les pays en développement, typiquement les pays d'Amérique latine, du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Asie centrale et une grande partie de l'Asie, eh bien, va à terme faire baisser la population. Plus tard, il est à espérer qu'il y ait aussi une transition démographique des pays d'Afrique subsaharienne et du sud du Moyen-Orient. Par exemple, le Yémen, qui aujourd'hui, je crois, a comme un taux de fécondité de 8, ce qui est absolument gigantesque. On peut imaginer qu'il y ait cette transition. Cette transition vient avec le développement économique. Alors, si on a suffisamment de temps, ce développement économique peut-être aura lieu. Si nous n'avons pas beaucoup de temps, et je crains que nous n'ayons pas de temps, nous nous retrouverons avec une population nombreuse euh, alors que les ressources s'effondrent, les économies s'effondrent, l'écosystème s'effondre et nous n'aurons pas le temps de faire mûrir la démographie de l'ensemble des pays du monde pour arriver à une étape post-industrielle pour autant qu'une étape post-industrielle puisse exister. Donc, mais il est tout à fait possible d'imaginer qu'avec le temps, une population se stabilise grâce au développement économique, mais j'en doute. Un autre élément, c'est on peut dire, après tout, euh, nous avons des hommes politiques qui s'occupent de nous. Alors moi, j'y crois pas du tout, mais enfin, qui font des réunions pour décider de mesures pour réduire l'impact de la consommation humaine sur l'environnement, réduire les émissions de CO2 et de méthane, etc., qui pourraient influencer, par exemple, le climat, etc. Bon, très bien. Moi, et c'est vrai que, par exemple, pour limiter les gaz qui trouaient, qui contribuaient à la création d'un trou dans la couche d'ozone, ces gaz, ces fameux CFC dans les années 80, eh bien, un accord a été mis en place et effectivement, ça a fonctionné. Nous avons réduit l'effet néfaste de l'être humain sur la couche d'ozone. Néanmoins, pour tout ce qui est climat, pour tout ce qui est écosystème, malgré des efforts respectables et impressionnants d'ailleurs de certaines associations
organisations non gouvernementales et même d'individus très influents, force est de constater que nous faisons beaucoup de réunions, qu'il y a beaucoup de blabla, mais pas beaucoup de résultats, et qu'il semble que le dérèglement du climat, de toute façon, suive des inerties tellement longues qu'il serait trop tard, quoi que l'on fasse. Mais enfin, nous pouvons espérer que, pourquoi pas, un soubresaut de sens commun et de solidarité envers l'ensemble de l'humanité et de la planète, si on veut, la planète en tant que notre écosystème qui nous permet de vivre, puisse surgir, mais enfin, rien ne montre que c'est le cas. Bien au contraire, je pense qu'avec la crise financière, une grande partie des ressources financières nécessaires pour faire des changements vont être utilisées pour simplement donner de l'argent aux banques, rembourser ses dettes ou tenter de payer les intérêts au lieu d'utiliser cet argent pour développer de l'infrastructure et pour changer de système économique. Donc nous allons continuer à blablater, à faire des conférences et à mon avis, il est trop tard. Aussi, il faut le dire, ce n'est pas que la faute de nos gouvernements, c'est aussi nous. Quand tout va bien, c'est clair, nous sommes tous pour éviter la pollution, nous sommes tous pour une vie meilleure, etc. Mais dès qu'il faut payer, dès qu'il y a le coût, nous aussi, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, en tant que couillons, comme nous le sommes, eh bien, tout de suite, nous gueulons, l'essence est chère, et oui, mais on veut pas payer des impôts, bien sûr, etc. Alors, c'est vrai, les politiciens et les oligarches ont bon dos, ils nous exploitent et veulent nous taxer, mais la réalité, c'est que nous avons aussi un égoïsme et que nous sommes pris dans nos habitudes. Et je ne veux pas faire de la morale, parce que moi, le premier, je voyage en avion, j'ai une grosse voiture qui consomme beaucoup, je suis tout aussi coupable que vous tous, et, euh, et je ne connais pratiquement personne, que de très rares personnes qui sont blancs comme neige sur cette histoire. Donc, nous sommes tous coupables. Et puis, ensuite, il existe les énergies alternatives, le changement de société, tout ce que l'on peut changer. Mais là aussi, nous sommes dans un monde d'égoïsme, nous sommes dans un monde d'individualisme. Ça va être très très difficile de convaincre, même par la démocratie. Moi qui suis un grand fan de la démocratie et qui trouve que c'est un système excellent si la population est fort éduquée, ben, malheureusement, comme on a rendu la population égoïste et abrutie, celle-ci, par la voie démocratique, va s'opposer à toute réforme. De plus en plus, elle va considérer que son intérêt immédiat serait brimé par des changements radicaux de son mode de vie, etc. Et je crains qu'elle ne changera pas. Et après tout, nous sommes de plus en plus habitués à gueuler, à se plaindre sans rien faire. Ça aussi, ça fait partie de notre civilisation du tout de suite, où nous voulons tout sans rien faire. Parce que nous sommes habitués à tout faire à crédit. Nous achetons quelque chose que l'on paiera plus tard et nous voulons des choses maintenant que l'on aura plus tard. Et ça commence dès l'enfance avec l'enfant roi et ça continue. Ensuite, clairement, toutes les finances, toutes les ressources financières, encore une fois, hein, l'argent ne peut pas être créé de nulle part et quand il l'est, il perd de la valeur. Donc, peu importe, si cet argent il est de toute façon utilisé pour autre chose que ce qui est vraiment vital, eh bien, nous sommes en train de le gaspiller et à la fin, c'est juste pour que des gens riches aient leur 40e villa et leur 150e voiture de sport de luxe. Bon, ça va pas tellement aider d'aider finalement les pays en développement ou qui sont très pauvres de se stabiliser et puis les éventuels problèmes infrastructurels de climat que nous allons avoir. Et voilà, nous sommes dans un monde où il n'y a pas, à mon avis, de solution sociale. Même une bonne idée comme la décroissance, elle est décriée par la plupart des gens. Et bref, dans tous les extrêmes, on est contre. Je veux dire, si vous parlez de contrôler des naissances, vous aurez à dos les religieux. Si vous parlez de contrôler la répartition des ressources, vous aurez à dos les libéraux parce que vous serez considéré comme un communiste. Si vous parlez d'écologie, on va vous traiter de totalitaire parce que bah, l'écologie, elle doit être imposée, elle ne peut pas être acceptée facilement justement par une population égoïste. Et si vous parlez de limiter l'immigration, eh ben, vous êtes un fasciste. Enfin pour les 4 mecs de gauche qui existent encore. Mais enfin bref, c'est la catastrophe, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il y a cette pensée unique qui va nous limiter, et donc je ne crois pas que sociétalement on va pouvoir faire. En plus,
Autre les divisions extrêmes, et nous sommes tous amenés à nous focaliser sur ce qui nous divise au lieu de ce qui nous réunit, on voit aussi que même l'écologie, elle a été clairement récupérée par des systèmes politiques, elle est utilisée et à la fin, l'immense partie des gens qui ont une sensibilité écologiste, par exemple, ne votent pas du tout écolo parce que n'ont pas confiance dans ces partis écolos, probablement à juste titre, parce que ceux-ci sont accoquinés à des partis politiques et aux grandes industries. Donc, je ne crois pas aux solutions politiques. En revanche, c'est vrai, et ça j'abonde, que là où je crois, c'est dans l'éducation. Je pense que nous devons faire un effort auprès de nos enfants, des enfants de nos amis, aider les écoles qui nous donnent une éducation par rapport à l'environnement, par rapport à l'économie réelle, et pas des trucs bidons d'économie ultralibérale ou marxisante, et pas marxiste à la limite. Voilà, nous devons travailler sur l'école. Nous pourrions, par exemple, déjà sans changer nos habitudes de consommation, retransformer notre industrie. Mais là aussi, il faudrait une approche dirigiste. Mais nous savions fabriquer des voitures comme la 2 chevaux qui consommaient très peu, qui étaient légères. Aujourd'hui, avec les matériaux que l'on connaît moins chers et les motorisations que l'on est capable de faire, nous pourrions faire des voitures très très peu chères, qui consomment très très peu, et petit à petit changer le parc de véhicules. Moi, je crois que c'est trop tard. Il faudra qu'on s'habitue à vivre sans voiture. Mais enfin, nous pourrions faire des efforts. Et c'est vrai que là, on peut imaginer que les forces du marché travaillent dans ce sens. C'est vrai qu'après tout, la Logan, par exemple, cette voiture de Dacia en Roumanie, eh bien, elle était extraordinaire. Et c'est pas pour rien que Renault les a achetées pour les fabriquer. Et aujourd'hui, en France, on vend plus de Logan que en Roumanie. D'ailleurs, beaucoup sont fabriqués, je crois, au Maroc. Et voilà, donc on peut fabriquer des voitures pas très chères, pas très lourdes et qui consomment peu. Ensuite, on nous dit toujours, on peut remplacer le pétrole par des sables bitumineux, par du pétrole non conventionnel. Et ces derniers temps, nous avons eu une campagne de presse assez efficace d'ailleurs, où dans tous les journaux, on nous parlait qu'il y aurait pour des centaines d'années de pétrole grâce aux réserves qu'il y aurait. Alors tout d'abord, personne n'a aucune idée de la quantité de ces réserves. Ensuite, pareil pour les gaz de schiste. Ensuite, au-delà du désastre environnemental, ben, il faut énormément d'eau. Et l'eau, on la trouve où pour travailler et puis l'eau, il faut la chauffer, donc il faut de l'énergie. Et on se retrouve très vite à un coût énergétique prohibitif. Alors on nous dit, mais non, on nous dit que ça va aller parce que justement les coûts d'extraction maintenant sont moins chers et tout. Peut-être, mais franchement je n'y crois pas. Et quand je regarde qui envoie ces informations, on se rend compte que c'est un centre d'études qui est sponsorisé par 2 grands groupes pétroliers, dont BP, le britannique, et je crois que c'est Exxon, mais je suis pas sûr, aux États-Unis. On se rend compte que ces gens ont besoin de financement pour et qu'ils ont besoin de faire mousser, de faire hyper un peu cette industrie, cette nouvelle industrie pour recevoir du financement parce qu'il y en a peu, parce que les investisseurs ont bien compris que ce n'est pas une industrie rentable et qu'à mon avis, ça va faire pchit et que ça va retomber très très vite. Alors ensuite, il y a les énergies renouvelables qui sont très intéressantes puisqu'elles ne consomment pas de pétrole. Pas vraiment, parce qu'en réalité, elles consomment du pétrole, parce que les panneaux solaires, il faut les fabriquer, il faut les transporter, il faut les installer. Ça demande du pétrole. En tout cas, c'est vrai qu'une fois installés, pendant des décennies, des panneaux solaires bien organisés, surtout si c'est dans des endroits bien ensoleillés, peuvent avoir un apport énergétique excellent. Mais enfin, ils vont produire de l'électricité et pas du pétrole. Mais c'est vrai que ce sont des initiatives excellentes. Et on peut imaginer des fermes de panneaux solaires dans les déserts, dans les endroits, etc. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on va devoir les fabriquer maintenant où on a encore des ressources pour pouvoir fabriquer ces champs de panneaux solaires. Parce que plus tard, lorsqu'il n'y aura plus de pétrole, ça va devenir prohibitif et on ne pourra plus. En plus, les ressources naturelles pour fabriquer des panneaux solaires ne sont pas infinies. Certes, le silicium est extrêmement facile et abondant, mais enfin, le cadmium et d'autres ressources qui sont nécessaires dans les panneaux solaires et dans les systèmes électriques, eh bien, eux ne sont pas si simples à mettre en place.
Pareil pour les éoliennes, c'est une excellente idée, notamment si vous pouvez être en mer ou en altitude, et certainement dans des espaces où ça gêne personne. Mais enfin, là aussi, le coût est colossal, il faut les fabriquer, ces pales, ces rotors, ces essieux, il faut les fabriquer, ces tours, il faut couler le béton au fond de la mer pour les tenir stables. Et puis, qu'en est-il de la maintenance le jour où il n'y aura plus de pétrole? Est-ce qu'on va y aller à la rame? Et une fois qu'elles sont cassées, comment on les répare? Tout ça, c'est bien comme énergie d'appoint, comme production électrique, mais ça ne remplacera pas le pétrole, ça ne substituera pas le pétrole. Ça pourra bien sûr avoir l'immense avantage de nous apporter de l'électricité. Et puis en plus, ce ne sont pas du tout des solutions qui vont n'importe où. Il faut vraiment beaucoup de vent et de manière constante. Et c'est pas facile sur Terre. Il reste ensuite le gaz. Alors c'est vrai que le gaz est relativement abondant, il y en a encore pendant un sacré moment, mais outre le fait qu'il est dangereux à transporter, qu'il faut beaucoup d'énergie à transporter, là aussi, très bien, il va nous servir pour cuire nos aliments, pour nous chauffer en partie, peut-être pour produire un peu d'électricité, mais il va être difficile de le substituer au pétrole dans des milliards de voitures à travers le monde. Et le coût d'ingénierie de transformer les voitures existantes ou d'en fabriquer des nouvelles, simplement va être prohibitif. Donc je pense que ce sera une bonne énergie d'appoint. Elle va sûrement nous aider si on arrive à être encore structuré sociétalement pour pouvoir s'organiser, mais ce ne sera pas une solution miracle. De plus, notamment pour les gaz de schiste, comme ici un puits qui a eu un petit accident, c'est une matière, enfin une molécule extrêmement volatile, extrêmement corrosive et extrêmement explosive. Donc il y a aussi des dangers, il y a aussi des difficultés liées à l'exploitation du gaz. Ensuite, il reste le nucléaire. Alors bien sûr, le nucléaire, avec ses dangers, avec le traitement nocif de le traitement difficile de ces déchets radioactifs et nocifs. Alors bien sûr, le débat peut être long et passionné sur le nucléaire. D'un côté, c'est dangereux, polluant, bien entendu, et il y a ce risque d'accidents gigantesques et catastrophiques comme Tchernobyl ou Fukushima. D'un autre côté, il reste encore beaucoup d'uranium et il reste surtout beaucoup de thorium, qui sont des matériaux fissiles que l'on pourrait utiliser pour produire de l'électricité. Encore une fois, ce n'est pas substituable au pétrole, mais c'est vrai que si nous pouvions bien maîtriser les risques, ce qui a priori est le cas, mais dans la réalité, nous voyons que des accidents sont possibles et quand ils arrivent, ils sont catastrophiques, eh bien, le nucléaire risque d'être potentiellement une bonne solution comme une très mauvaise solution. C'est très difficile à dire. Par mesure de précaution, la sagesse voudrait que l'on le limite. Je crains qu'on soit tellement gourmand et on ait tellement besoin d'énergie électrique qu'on l'utilise. Et surtout, le gros danger, c'est que, vu l'effondrement économique qui arrive, que va-t-il arriver aux centrales nucléaires? Est-ce qu'on va savoir les arrêter correctement? Est-ce qu'avec les coûts de maintenance qui vont être réduits et finalement la qualité de travail qui va être réduite à cause de l'austérité finalement et la baisse des dépenses, est-ce que nous n'arrivons pas dans une situation où on va avoir des gros accidents à la chaîne, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui, je dirais pas qui m'angoisse, mais certainement qui me fait beaucoup de soucis parce que je pense que c'est un grand danger. Alors, je parlais du thorium. Et là aussi, il y a potentiellement des bonnes solutions pour utiliser cette énergie comme alternative à l'uranium, bien sûr. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la fusion froide, qui est quelque chose dont on nous parle depuis 50 ans. Et comme je le dis, quand on parle de tous ces produits, de toutes ces technologies qui permettent des énergies miraculeuses, tout d'abord, je me méfie de tout ce qui viole la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie. Et puis surtout, je demande à voir, et je demande à voir à l'échelle industrielle. Avant de voir ça, c'est du blabla. Les gens me disent, oui, Tesla, il y a eu des complots, etc. Ok, admettons, mais je veux voir le truc. Et tant qu'on le voit pas, j'y crois pas. Ensuite, ce serait bien de pouvoir ne plus payer les dettes et de mettre ces criminels financiers en prison. Mais là aussi, je pense que le système politique est tellement corrompu que ça n'arrivera pas. Et non plus les politiciens qui causent des guerres, qui sont réellement des criminels. Ce serait bien d'avoir un tribunal de Nuremberg, mais malheureusement, là aussi, je pense qu'ils vont s'échapper dans la nature et qu'on ne fera rien, comme de la même manière que finalement nous n'avons rien fait
contre les criminels de guerre à l'époque, ou seulement les grands chefs, mais pas les autres. Et donc, voilà, on peut toujours espérer, et moi je n'espère pas, et je m'en fous un peu, je pense que c'est trop tard. On peut toujours espérer que ces criminels de guerre, en tout cas de la décennie passée, puissent finir derrière les barreaux. Mais je crains que là non plus, personne ne le fera. Euh, et c'est bien dommage. Je crains en fait fondamentalement que nous n'ayons pas le temps de mettre en place ces solutions. Je pense que au-delà des solutions farfelues, il y a des bonnes solutions. Il y aurait des solutions pour chacun des problèmes, mais que nous manquons de temps, nous manquons de volonté, et nous ne savons pas par où commencer. Et donc, ça ne va pas être possible. Et nous nous retrouvons dans la situation de ce fameux Prométhée qui avait amené le feu et la connaissance à l'homme, et dont l'homme a été puni par la Pandore et la fameuse boîte qui a libéré guerre, famine, destruction, pour compenser le savoir et la lumière. Et donc, encore une fois, pour retrouver l'équilibre dans le cosmos, il faut que l'homme ne se prenne pas pour ne pêche pas de hubris, ne se prenne pas pour un dieu, entre guillemets, et puis qu'il essaie de garder sa place. Notre civilisation a clairement joué à jouer à se croire des dieux, et quelque part il y a une justice immanente. Malheureusement, nous allons souffrir. D'ailleurs, Prométhée lui-même a été souffert, et je crains que nous soyons en train d'aller dans le précipice.